Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais enlever mon chewing-gum parce que insupportable les gens qui mangent des chewing-gums en même temps. Donc je voulais aborder avec vous un sujet qui, je pense, se retrouve dans beaucoup de groupes d'entraînement, en tout cas en athlée. Je sais pas exactement comment ça va se passer dans les autres sports, mais je pense que pour des sports où on va avoir tendance à s'entraîner en groupe, c'est une problématique que l'on va retrouver très souvent, à savoir s'entraîner entre filles, entre jeunes femmes. J'entends très souvent ce discours de que c'est super compliqué de s'entraîner entre filles, que c'est super compliqué en tant qu'entraîneur d'entraîner des filles. Moi j'ai une expérience en tant que sportive de haut niveau où je me suis tout le temps entraînée avec des filles, d'autres filles. Et donc je voulais un petit peu relater mon expérience que j'ai pu avoir depuis que je me suis entraînée avec des filles depuis que j'ai, je sais pas, genre depuis que j'ai 15 ou 16 ans, donc ça va faire 10 ans. Terrible. Bref, je pense que c'est 10 années qui peuvent beaucoup servir, surtout que je me suis entraînée à haut niveau, voire très haut niveau avec des femmes. Je tiens juste à faire un petit disclaimer avant cette vidéo. Cette vidéo n'a absolument pas pour but de rentrer dans le détail des histoires ou des conflits ou bref, que moi j'ai pu avoir avec certaines personnes de manière personnelle, pas du tout. Je suis pas là pour laver mon linge sale en public, pas du tout. Je suis là simplement pour aider des jeunes femmes qui peuvent se retrouver dans cette situation, à avoir des difficultés à s'entraîner avec d'autres femmes, à se sentir moins seule et à trouver des solutions. Je suis là également pour m'adresser aux entraîneurs, entraîneuses qui ont des groupes de jeunes femmes. Je suis là donc pour relater mon expérience et absolument pas pour cracher sur l'une, pour cracher sur l'autre ou quoi, pas du tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Je fais cette vidéo parce que je pense que parfois l'ambiance qu'il va pouvoir y avoir dans des groupes féminins, mais pas que, on en reviendra à la suite de cette vidéo, malheureusement en fait ça rend malheureux et malheureuse beaucoup de personnes et c'est un gros frein selon moi à la performance, voire à la très haute performance en France. Et le troisième point que je tenais absolument à préciser dans cette vidéo, dans des groupes et avec l'effet de groupe en plus, il peut y avoir du harcèlement. Ce dont je vais parler ici, ce n'est pas du harcèlement. Donc si vous vous retrouvez dans une situation de harcèlement, il faut en parler à des personnes compétentes, à vos proches, à des représentants de votre club ou de votre groupe d'entraînement qui pourront faire en sorte de vous sortir de ces situations-là. Et les situations de harcèlement sont des situations qui sont caractérisées et qui sont punissables par la loi. Donc je tiens bien à préciser ça et je tiens bien à préciser que si vous vous reconnaissez dans une situation de harcèlement, c'est quelque chose de grave et il faut que vous appeliez à l'aide pour ne pas vous retrouver seul dans cette situation là. Voilà, je tenais quand même bien à appuyer sur ce point là. Mamou Maman, la porte. Oh putain, elle me saoule. Ce qui s'est passé pour moi, donc j'ai commencé à m'entraîner à haut niveau, donc en sport-études, à partir du moment où je suis rentrée au lycée, donc à partir de mes 15-16 ans. Les premières années dans le groupe d'entraînement, ça se passe très bien. On était un gros groupe de filles, on devait être à Fontainebleau, on s'est toujours entraîné à beaucoup, on devait être, je sais pas, je dirais une vingtaine de filles, avec des niveaux très différents, avec des âges très différents, avec des disciplines très différentes. Et donc au début, il y avait cette innocence-là, lié à l'âge et lié au fait aussi que le groupe de Fontainebleau à ce moment-là n'avait pas le niveau qu'il a pu avoir quelques années après. À cette époque-là, je m'entraînais avec ma petite Manon. Manon ensuite elle est partie s'entraîner à Montpellier, elle a quitté le groupe d'entraînement et une des athlètes de haut niveau de laquelle j'étais la plus proche, donc c'était Johanna Geyer-Karl, donc que je vais appeler Jo dans cette vidéo. Et il y avait une autre athlète aussi avec qui j'étais très proche, c'était Renelle. Donc
donc Renelle que vous devez connaître parce que c'est l'une des meilleures athlètes françaises actuelles. Donc en gros pour vous contextualiser un peu tout ça. Donc au début tout se passe très bien. Et en fait ce qui était génial c'était qu'il y avait une très belle émulation. Il y avait les anciennes, donc des athlètes qui étaient au pôle depuis un bon petit moment, et puis nous les plus jeunes qui venions d'arriver, par exemple avec Jo, et ben genre on s'entraînait, on avait à peu près le même niveau. Et ce qui était trop bien c'est que les anciennes elles étaient à un niveau supérieur, donc Renelle elle était, on va dire qu'elle était entre les anciennes et nous. Et donc il y avait quand même un niveau d'écart. Et donc nous avec Jo on était toutes jeunes et tout, on n'avait pas de questions à se poser à part se dire à l'entraînement on essaye de suivre les vieilles, on les appelait les vieilles, on essaye de suivre les vieilles et à chaque entraînement on essayait de se rapprocher, de se rapprocher, de se rapprocher. On commençait vraiment à se rapprocher du niveau des anciennes. Et en fait ce qui s'est passé avec Jo et que de mon côté je regrette un peu en fait, c'est qu'au début on était très proches et on était très en mode se tire toutes les deux vers le haut. Pour moi ce qui a été, je me rappelle, difficile à cette époque là, c'était que en gros à l'entraînement on avait à peu près le même niveau. Et très souvent en compétition, Jojo elle me défonçait. Genre en cross c'est un avion de chasse. Et donc c'était quelque chose qui était assez difficile pour moi à vivre parce que je comprenais pas en fait pourquoi il y avait un tel décalage. Donc il y a déjà ça qui commençait à se mettre en place et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui peuvent se retrouver là-dedans, c'est-à-dire que à l'entraînement on va avoir un très bon niveau et c'est un niveau qu'on va pas réussir à retranscrire en compétition. On va pas réussir à s'exprimer en compétition comme on arrive à s'exprimer à l'entraînement. Cette frustration là que je pouvais avoir, je pense que je l'ai reportée sur Johanna alors qu'elle avait rien demandé. Tant mieux pour elle si elle était très bonne à l'entraînement et qu'elle était très bonne aussi en compétition. Oh putain on entend grave l'aspirateur derrière, je suis désolée. Les années continuent de passer et donc avec Johanna plus ça allait, plus on se rapprochait du niveau des anciennes. Et en fait le rapport au début avec les anciennes qu'on pouvait avoir de petite sœur à grande sœur, il a commencé à changer et je pense que c'était pas facile du tout pour les anciennes d'accepter que les petites jeunes petit à petit progressent, voire leur passent devant, deviennent meilleures, etc. Et ça je pense que ça, pareil, ça a commencé à distendre un peu les relations qu'on pouvait avoir. Le truc aussi que je voulais préciser, c'est le fait qu'avec les filles, on passait vraiment notre vie ensemble. On s'entraînait 7 à 12 fois par semaine, donc on passait tous nos entraînements ensemble. Et en plus de ça, étant donné qu'on s'entendait super bien et qu'on était vraiment comme ça, on passait notre vie ensemble aussi à l'extérieur. Donc on faisait des soirées, on faisait des sorties, enfin on était plus que partenaires d'entraînement, on était vraiment des amis. On partageait énormément de choses ensemble. Également, plus les années sont passées et plus on est devenu le meilleur groupe d'entraînement de demi-fond féminin en France. Donc genre en gros il y avait vraiment toutes les meilleures à Fontainebleau, ou quasiment toutes les meilleures. Je voudrais pas dénigrer celles qui n'étaient pas à Fontainebleau. Bien évidemment qu'il y avait de très bonnes athlètes qui ne s'entraînaient pas forcément à Fontainebleau, mais en tout cas à Fontainebleau il y avait une densité d'athlètes et une densité de niveau qui était assez incroyable. On a continué comme ça à progresser donc de manière individuelle et donc à hisser le niveau du groupe encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Un des stades qui a été passé aussi, c'est que le fait que Renelle, elle est passée d'un excellent niveau national à un excellent niveau international de manière très rapide. Elle a commencé à faire des médailles internationales, que ce soit chez les jeunes mais aussi chez les seniors, alors qu'elle était quand même assez jeune, et donc en fait elle a passé un gros cap très rapidement et ça a fait prendre une toute autre ampleur au groupe, je trouve. Je pense qu'avec Renelle, genre de 2013 à 2016, on était vraiment très proches, et moi je sais que elle m'a beaucoup aidée. C'était en 2015, parce qu'en 2015 je fais ma première médaille internationale chez les jeunes. Et en fait, le fait qu'elle ait ce niveau-là, moi je me suis dit bon bah je vais me calquer sur elle, je vais grave l'accrocher à l'entraînement et tout, même si on faisait pas
tout exactement pareil, étant donné que elle fait du 800 mètres et moi je faisais du steeple. À cette époque-là, Johanna, elle s'entraînait plus parce qu'elle s'était consacrée plus aux études et tout. Ça aussi d'ailleurs, ça a créé des décalages entre celle qui faisait des études, celle qui avait fait le choix de ne pas faire d'études, celle qui avait les moyens de pouvoir s'investir à fond dans l'athlé et celle qui n'avait pas les moyens. Il y avait des plus anciennes qui étaient obligées de taffer à côté parce qu'elles n'avaient pas les parents qui pouvaient assurer derrière. Moi, merci, j'ai toujours eu mes parents qui ont pu suivre financièrement derrière, donc j'ai jamais eu de problème à me poser par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, pour ne pas être trop dans la précarité, devaient travailler à côté, donc forcément ça se faisait ressentir sur l'entraînement. Ce qui s'est passé petit à petit, je dis pas du tout que c'est de la faute de Renelle, on est bien d'accord, on est passé à quelque chose de vraiment professionnel. Et ce qui n'était pas évident et qu'on a eu toutes du mal à gérer et on a toutes eu nos torts là-dedans, forcément plus le niveau augmentait et plus les enjeux étaient importants. Les entraînements ont acquis les entraînements ont acquis une autre dimension, encore une fois un autre enjeu, les compétitions aussi, parce que quand tu t'entraînes avec tes concurrentes directes qui sont les meilleures françaises, qui sont celles qui vont pouvoir te piquer une place en sélection, qui sont celles qui vont pouvoir te piquer un titre national, qui sont celles qui vont pouvoir te prendre plus de lumière que d'autres, forcément ça a créé à un moment donné beaucoup de tension. On est arrivé petit à petit, franchement à la fin c'était terrible et je pense que les filles elles diraient pareil. C'était assez terrible parce que même un footing ça devenait la compétition. Plus ça allait et plus c'est devenu compète. Et en fait c'est quelque chose qui au fur et à mesure est usant. Pour vous donner un exemple, il suffisait qu'à un footing, il y en ait une qui décide de carburer pour qu'on décide toutes de carburer, sauf que quand vous avez 10 avions de chasse dans le même groupe d'entraînement, je peux vous dire que quand vous décidez de carburer un footing, vous ne faites pas semblant. Et je me rappelle qu'il y avait une période, c'était je crois 2015-2016, vraiment on s'entraînait comme des acharnés, mais à tous les entraînements ça devenait... on avait l'impression que c'était les championnats du monde, mais à chaque entraînement. Et encore une fois, je veux pas dire ouais c'est la faute d'une telle, c'est la faute de machin, nanana. On avait toutes nos torts dans l'histoire. Moi j'avais mes torts aussi. Et moi en fait je pense que j'ai eu particulièrement du mal à gérer tout ça. C'est le fait que comme je l'ai dit précédemment, c'était encore une époque où j'arrivais pas totalement à m'exprimer en compétition parce que j'avais du mal à gérer le stress et tout. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet que je vous mets là, je crois que c'est là ou là, sur le mental, la préparation aux compétitions, etc. La solution que j'avais trouvée pour me mettre en confiance, c'était de m'arracher la gueule à tous les entraînements. Et donc j'étais en mode compète à tous les entraînements. Et j'allais être très facilement déstabilisée si l'une des filles était devant moi. Et surtout, je me rappelle avec Johanna, si elle était devant moi à un entraînement ou quoi, étant donné qu'on avait les mêmes âges, on n'était pas sur la même discipline l'été, mais l'hiver on était sur le cross toutes les deux, donc on était des concurrentes directes. Et je me rappelle que dès que j'étais... elle pouvait être devant moi, je flippais, je pense, je veux pas parler à sa place, mais je pense que l'inverse était vrai aussi. Et je manquais beaucoup de confiance en moi. Et d'ailleurs cette confiance en soi va être totalement centrale, je pense, dans les solutions que je vais proposer juste après. Et donc voilà, il suffisait qu'il y en ait une qui soit un peu devant machin ou quoi pour perturber les autres. Moi ça me perturbait facilement parce que à cette époque là j'étais beaucoup en manque de confiance en moi. J'avais du mal aussi à comprendre que les entraînements ce n'est pas la compétition, que c'est pas parce que tu es devant à l'entraînement que tu seras forcément devant en compétition, que c'est pas parce que tu te donnes à 100% à chaque entraînement que tu vas forcément être meilleur. La récupération fait partie de l'entraînement, ça je l'avais pas compris non plus. J'avais pas compris non plus qu'il y avait plein de secteurs à travailler pour être très bonne et que le secteur où tu dois faire 1 heure de footing à 10 km/h il est extrêmement important aussi, que c'est pas parce que tu fais tous tes footings à 15 km/h que tu seras forcément meilleur, etc., etc., etc. Ensuite je suis partie du groupe de Fontainebleau, donc malheureusement avec les filles ça s'est pas très bien terminé pour toutes ces raisons là. Après il y a eu des choses perso aussi qui sont rentrées en ligne de compte et bien évidemment je ne vais absolument pas en parler dans cette vidéo, mais malheureusement en fait ça
ça s'est pas très bien terminé. Il y en a qui se sont plus parlé, puis qui se sont reparlés après, etc. etc. J'ai quitté le groupe de Fontainebleau. Ensuite, je suis arrivée à l'INSEP, là où je me suis entraînée donc avec Maëva Danois. Avec Maëva, malheureusement, on s'est pas entraîné très longtemps ensemble parce qu'elle s'est blessée quelques mois après que j'arrive à l'INSEP. Et après donc il y a Claire qui nous a rejoint. Claire, pareil, je me suis pas entraînée énormément de temps parce que cette fois-ci c'est moi qui ne m'entraîne plus pour les raisons que vous savez, que vous connaissez en ce moment. Je ne peux plus m'entraîner parce que voilà, j'ai des problèmes de santé qui font que je ne peux plus m'entraîner pour le moment. Donc voilà un peu pour retracer l'histoire. Le point suivant que je voulais aborder, c'est le point concernant l'entraîneur et la gestion d'un entraîneur par rapport à un groupe de jeunes femmes et de jeunes filles. On avait un entraîneur qui était très... je pense qu'on avait tout un rapport très particulier et je pense pas très sain avec notre entraîneur de l'époque. C'était un entraîneur qui était très paternalisant. Donc on avait pour beaucoup une relation plus ou moins père-fille avec cet entraîneur-là. Et ce qui se passait, c'est qu'il pouvait y avoir de la jalousie et de l'envie entre nous par rapport à l'attention que pouvait nous porter l'entraîneur. Il suffisait que l'entraîneur parle 30 secondes de plus à une des filles pendant l'entraînement qu'à l'autre, et du coup ça a créé des disparités et ça a créé des envies, des machins, des trucs, enfin c'était franchement c'était assez malsain. Il suffisait qu'il y en ait une qui ait un niveau un peu supérieur, donc par exemple il y en a une qui avait un super niveau national et une qui avait un niveau international, et bah du coup l'entraîneur pouvait accorder plus de temps à cette personne là, mais du coup la personne qui avait un très bon niveau national ne comprenait pas forcément pourquoi il allait plus s'occuper d'une telle, pourquoi il allait plus parler à une telle, pourquoi il allait plus féliciter une telle. En plus de ça, je trouve que ce qui est pas très malin de la part d'un entraîneur de manière générale, c'est de parler d'une athlète dans le dos d'une autre athlète. Je pense que c'est chaud que je dise ça dans une vidéo, mais c'est la vérité, donc je le dis. Ça vraiment, en fait, je comprends que ce soit très difficile pour un entraîneur de manager un groupe, surtout vu le niveau qu'on avait, c'était quand même assez extraordinaire. Donc c'est très difficile pour un entraîneur, surtout un entraîneur homme, de manager un groupe de femmes parce qu'il va forcément y avoir des incompréhensions, parce que le fait d'être une femme dans notre société, ça a des conséquences qu'un homme ne pourra jamais comprendre. Il y avait un rapport qui était quand même assez particulier avec cet entraîneur-là, avec, je trouve, à mon sens, et ça n'engage que moi, beaucoup de chantage affectif, beaucoup joué sur les émotions. Si tu réussis une compétition, je suis super content, et si tu réussis pas une compétition, je vais t'en vouloir parce que c'est comme si tu me faisais quelque chose à moi. Si tu te blesses, t'as une grosse part de responsabilité, et si tu te blesses, je vais moins te parler que si t'es super performante. Enfin, des choses comme ça qui je trouve n'ont absolument pas lieu d'être, surtout dans un milieu professionnel. Voilà, j'ai terminé ma punchline. J'espère que je vais pas avoir de problème avec ce passage là, et puis même si j'ai des problèmes, écoutez, je dis ce que je pense. Bref, tout ça réuni, ça a fait que c'était vraiment une bombe à retardement qui à un moment donné a pété. Après on est chacune partie chacune de notre côté. Ensuite on a pu avoir des explications les unes avec les autres, on a compris plein de choses, donc les choses se sont apaisées ensuite. Le point que je voulais souligner dans cette vidéo en fait, c'est qu'on peut penser que c'est un cas isolé, que ça s'est passé que à Fontainebleau à cause de toutes les raisons que je vous ai évoquées. Je pense au contraire que c'est quelque chose que l'on va pouvoir retrouver de manière très fréquente. Et si on retrouve ces dynamique-là de manière aussi fréquente, c'est qu'il y a des problèmes de fond. Pour moi, ce qui s'est passé dans le groupe d'entraînement de Fontainebleau, c'est une des conséquences de la société dans laquelle on vit et une des conséquences des inégalités qu'il va pouvoir y avoir entre les femmes et les hommes. Vous allez vous dire, mais putain, mais Oudjou, elle commence vraiment à nous saouler parce qu'elle remet tout là-dessus. Je ne dis pas que tout est de la faute de ça,
je ne dis pas ça, je dis que de manière personnelle, chacune on avait nos responsabilités là-dedans et on a mal géré le truc. Mais par contre, je pense qu'il y a des dynamiques qui sont beaucoup plus systémiques et des dynamiques qui nous dépassaient complètement et dont on n'avait pas du tout conscience à l'époque, qui nous ont menés à cette situation-là. Je pense que en France, il y a un gros problème de confiance en soi que peuvent avoir les femmes. En fait, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que même si c'est ton métier, même si tu acquiers un niveau international, même si tu arrives à un super niveau, même si tu fais du sport une priorité dans ta vie, ça ne reste que du sport. Si t'es jamais championne olympique, en fait, pour moi maintenant, avec le recul que j'ai, si t'es jamais championne olympique ou si t'es jamais championne de France ou si t'es jamais championne régionale ou peu importe ton niveau, je veux te dire que c'est pas grave. Je veux te dire que si ta copine, elle arrive à être championne olympique et toi jamais, c'est pas grave. Je veux te dire que si ta copine réussit dans son parcours de sportive ou réussit dans n'importe quel autre domaine et toi un peu moins, c'est pas grave. Si ta copine s'épanouit, ou pas ta copine d'ailleurs, hein, vous n'êtes pas obligé d'être potes, mais si une femme réussit dans ce qu'elle entreprend, peu importe dans ce qu'elle entreprend, ça n'enlève aucunement de la valeur à ce que tu es et à ce que tu vas faire. Par exemple, moi à l'époque, si j'avais compris que le fait que Johanna, elle gagne tous les crosses et que moi je fasse tout le temps deuxième, ça n'enlevait aucunement de la valeur à ce que j'étais, ça m'aurait enlevé beaucoup de pression. Et ça m'aurait permis de vivre les choses de manière beaucoup plus sereine et de manière beaucoup plus libérée. Et j'aurais aimé à l'époque qu'on me dise, mais Emma, t'as le droit d'être très contente pour Johanna. Parce qu'il y avait des moments où j'étais jalouse. J'étais jalouse de Johanna, de ce qu'elle arrivait à faire en compétition. Je me disais mais pourquoi c'est toujours elle qui gagne, pourquoi c'est toujours elle qui est devant, pourquoi moi j'arrive pas, pourquoi machin. Et en fait, ça reste de la compétition, donc bien évidemment que quand tu es sur une ligne de départ, même si c'est ta meilleure pote à côté de toi, tu as envie de la battre. Bien sûr. Bien sûr que quand tu es dans une course, tu joues le jeu de la course, tu joues le jeu de la compétition et donc tu veux tout faire pour être devant même ta meilleure pote ou ta meilleure ennemie si tu veux, bien sûr. Mais si tu n'y arrives pas, c'est pas la fin du monde en fait. Et je voudrais juste faire prendre un peu de recul par rapport à ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple dans notre société pour des hommes, pour des groupes d'hommes, d'être contents pour le copain, d'être solidaires, d'être soutenants et d'être vraiment contents pour lui que pour des femmes. Et pourquoi? Parce qu'en fait je pense qu'on est dans un système où on manque énormément de confiance en nous, qui fait qu'on manquait énormément de confiance en nous, et que si on avait suffisamment confiance et que si on comprenait qu'on a de la valeur, qu'on soit championne olympique ou qu'on ne le soit jamais, qu'on arrive à faire l'ENA ou qu'on n'arrive pas à faire l'ENA, qu'on arrive à réussir socialement ou à pas réussir socialement, on a de la valeur. Notre valeur ne dépend pas de la comparaison qui n'a aucun sens en fait, de la comparaison que l'on va pouvoir faire par rapport aux autres femmes. Je pense que si on était dans un système qui nous encourageait à être contente, à être solidaire, à faire preuve de sororité, à faire preuve de bienveillance les unes envers les autres, on aurait tout à gagner. Je pense à des systèmes anglo-saxons ou en tout cas de l'extérieur. Je connais pas les systèmes anglo-saxons dans le sens où j'ai jamais expérimenté. Je pense au système anglo-saxon, on voit des super groupes d'entraînement avec des filles qui ont des super niveaux. Ça fonctionne en fait, c'est des groupes qui sont pérennes, qui durent sur le long terme. Et nous malheureusement en France, j'ai l'impression qu'il y a cet individualisme qui persiste parce qu'il y a un gros manque de confiance des athlètes entre elles et je trouve ça absolument malheureux. Je pense aussi qu'il y a un management
de la part des entraîneurs qui n'est pas forcément le bon. C'est un management qui est très masculin parce qu'il y a énormément d'entraîneurs masculins, parce que c'est un monde qui est très masculin, et donc forcément même l'entraîneur qui mettra la meilleure volonté du monde ne pourra pas totalement comprendre toutes les problématiques féminines. Je ne dis pas que du coup il faut que les hommes s'entraînent avec les hommes et les femmes s'entraînent avec les femmes, je ne dis pas ça, mais je pense que si la Fédération française d'athlé et le monde des entraîneurs et l'institution sportive française se féminisaient, on aurait beaucoup plus d'équilibre et de bien-être de la sportive dans ce système-là. Parce qu'on aurait plus de représentativité, parce qu'on aurait plus de compréhension et parce qu'on aurait une institution faite en partie par les femmes, en partie pour les femmes. Sauf que là, en fait, l'institution, elle est très majoritairement masculine, et donc que ça soit au niveau, encore une fois, au niveau international, national, fédéral, au niveau des clubs, c'est beaucoup les hommes qui sont encore à diriger, à entraîner des athlètes féminines. Et donc je pense que ce déséquilibre-là dessert beaucoup les athlètes féminines qui ne se reconnaissent pas dans les personnes qui vont les entraîner ou les diriger. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais me permettre de donner des petits conseils, que ce soit aux entraîneurs ou aux athlètes. Premièrement, aux entraîneurs, si vous êtes un entraîneur, il y a de grandes chances que vous soyez un homme. Si vous êtes un entraîneur et que vous entraînez des femmes, sachez que le fait que vous soyez un homme fait qu'il y a des problématiques féminines que vous ne comprendrez pas forcément. Donc je vous invite à être dans l'ouverture de ces problématiques-là, dans l'écoute de ces problématiques-là. Je vous invite également à ne pas instituer un rapport de domination qui de fait est présent. Que vous le vouliez ou non, vous allez avoir cette position de dominant-là. Donc faites très attention à cette position-là. Ce rapport va être renforcé par le fait que vous soyez un entraîneur. Surtout si vous entraînez des jeunes femmes, le rapport d'âge va encore plus renforcer ce rapport, et je pense que plus on est dans un rapport égalitaire, plus on laisse la parole aux jeunes femmes, la parole aux jeunes athlètes, plus on responsabilise les jeunes athlètes, plus on leur fait confiance, et mieux ce sera. Plus on permet aux jeunes femmes, aux jeunes athlètes de prendre en main leurs projets, de leur faire comprendre qu'elles ont raison de se faire confiance, de leur faire comprendre que quand elles disent qu'elles ont mal, c'est qu'elles ont mal. Quand elles disent qu'elles n'en peuvent plus, c'est qu'elles n'en peuvent plus. Quand elles disent qu'elles aimeraient faire ça, c'est qu'elles aimeraient faire ça. Je pense que plus on permet à ces athlètes et à ces jeunes femmes de prendre à bras le corps et de s'approprier le projet sportif à n'importe quel niveau, et plus ça leur permettra de donner de leur personne et donc d'avoir des résultats qui les épanouissent et qui soient le reflet de cet épanouissement. Je pense que c'est un leurre que de se dire qu'on va toujours cravacher plus, et que les athlètes sont des robots et qu'elles arriveront comme ça, et que plus c'est dur, plus c'est acharné et plus on va y arriver. Je ne crois pas du tout en ça. Pour avoir 10 ans d'expérience de haut niveau derrière moi, je pense malheureusement qu'on ne laisse pas suffisamment la parole aux jeunes femmes, la parole aux jeunes athlètes. Donc si vous êtes un entraîneur, je vous invite vivement à faire ça. Je vous invite aussi vivement à ne pas rentrer dans un rapport paternaliste avec vos athlètes. Je vous invite à ne pas utiliser le chantage affectif, ça ne sert à rien. Les athlètes sont des personnes responsables, même si elles ne sont pas des adultes, ce sont des adultes en devenir, ce sont des individus à part entière à qui vous pouvez faire confiance. Je vous invite également à ne pas parler dans le dos d'athlètes sur d'autres athlètes, parce que ça va se répéter entre elles et tout machin, et ça va créer des rapports absolument catastrophiques. Je vous invite aussi à ne pas culpabiliser une athlète qui s'est blessée, une athlète qui a raté sa compétition. Je pense qu'on est suffisamment dégoûté d'une situation dans laquelle on est en échec ou dans laquelle on souffre. Je pense qu'on se culpabilise suffisamment pour ne pas que l'entraîneur en plus de ça vienne en rajouter une couche. Ça ne sert strictement à rien, à part faire perdre confiance à l'athlète et donc être encore moins performante. Au contraire, valorisez l'athlète. Encore une fois, faites-lui confiance. Faites-lui comprendre que
elle est importante et qu'elle a de la valeur, qu'elle soit blessée ou qu'elle soit pas blessée, qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne pas, votre athlète a de la valeur parce que en dehors du fait d'être une athlète, c'est une personne et c'est une belle personne. Et le fait de s'engager dans un projet sportif, encore une fois, peu importe le niveau, ça doit rester une initiative pour nous épanouir, pour nous rendre heureuses. C'est pas le résultat pour le résultat. Je pense que si on s'est tout engagé là-dedans, c'est parce que à la fin on veut être heureuse, on veut que ce soit un cheminement qui nous rende heureuses. Et donc encouragez vos athlètes là-dedans. Et aussi je vous invite, chers entraîneurs, à faire en sorte qu'on puisse arrêter ce cercle vicieux et cette auto-alimentation qu'il y a dans les croyances de c'est super dur d'entraîner des filles, c'est un enfer d'entraîner des filles, c'est machin d'entraîner des filles, c'est blabla. Je suis d'accord dans le sens où il va y avoir une différence entre les filles et les garçons parce qu'on est dans un système qui crée des différences. Mais justement, arrêtons ce cercle vicieux là et encore une fois, je vais le répéter, mais faisons confiance aux filles. Pour ce qui est de mes conseils concernant les athlètes féminines, j'invite les athlètes féminines de manière générale à travailler sur la confiance en soi. C'est quelque chose qui est très très large. Donc ça peut être par plein de manières différentes. Ça peut être un travail psychologique, ça peut être un travail par rapport au discours que vous allez pouvoir vous porter. Ça peut être un travail aussi avec une préparatrice mentale ou un préparateur mental pour que vous puissiez vous épanouir pleinement dans vos compétitions ou à l'entraînement et que vous puissiez lever les freins comme ça qui vous empêchent de vous exprimer comme vous le voudriez. Et le fait d'être comme ça dans un cheminement de réussite, ça va vous donner confiance en vous, puissance 8000. Et quand tu es suffisamment en confiance en toi, t'as pas besoin d'aller cracher sur les autres, de faire des cancans sur les autres. Si vous avez un problème avec quelqu'un, allez voir la personne directement, dites-lui bah voilà, y a ça qui m'a fait du mal, j'ai ressenti ça quand t'as fait ça, je me suis sentie pas bien quand t'as fait ça, je me suis sentie pas bien quand t'as fait ce 30-30 là devant moi, je me suis sentie pas bien quand t'as accéléré à tel footing. Essayez d'être dans la communication et dans le dialogue avec les femmes qui s'entraînent avec vous. Essayez aussi d'être dans la bienveillance, dans le respect, en vous disant mais en changeant aussi peut-être le discours que vous allez pouvoir avoir, en vous disant mais c'est génial si aujourd'hui telle personne elle est devant moi, et ben moi ça va me permettre de progresser parce que du coup je vais pouvoir la suivre. Ou alors si vous êtes devant, vous dire c'est génial aujourd'hui je suis devant, c'est trop bien parce que les filles ça va pouvoir leur servir aussi. Peut-être essayer d'avoir une mentalité plus de groupe, plus communautaire, ça peut vous faire du bien et vous faire sentir moins seul. Et comprendre aussi qu'en tant qu'athlète, tu as totalement la capacité d'être très heureuse pour ta copine et que ce qu'elle va pouvoir accomplir n'enlève en rien de ta valeur. On nous apprend beaucoup que si on n'atteint pas tel résultat, si on n'atteint pas tel niveau, si on n'a pas telle médaille, on n'est pas suffisamment valable, on n'est pas suffisamment aimable. Et je pense qu'il faut sortir absolument de ce schéma-là. Je pense que c'est beaucoup plus constructif et beaucoup plus libérateur de se dire je suis heureuse dans mon cheminement à moi, je suis heureuse dans ce que je vais réussir à faire moi et ma copine, ma collègue d'entraînement, ma partenaire d'entraînement, elle va avoir son cheminement à elle, ça l'épanouira de sa manière à elle. Moi c'est moi, elle c'est elle, on est totalement capable d'avoir des chemins qui soient parallèles, on est totalement capable d'être aussi épanouie l'une que l'autre et le fait qu'elle ait de la valeur, beaucoup de valeur, n'enlève en rien la valeur que je vais avoir. Au contraire, autant se dire mais c'est génial, je suis trop contente pour elle et voilà. C'est normal de ressentir de la jalousie, de ressentir de l'envie, c'est tout à fait humain. Ça nous est tout arrivé et à moi la première, mais il faut, je pense, comprendre qu'on n'est pas prisonnière de ça, on n'est pas prisonnière de ces schémas de pensée là. Je pense qu'on peut se dire bah voilà, là ok, je suis jalouse,
j'accepte. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter d'être jalouse, parce que c'est jamais agréable, et parce que est-ce que cette jalousie ça va vraiment toi t'épanouir, ça va vraiment toi te rendre heureuse? Je suis pas certaine. Donc pour conclure cette vidéo, voilà, j'avais envie de vous proposer à vous les athlètes, à vous les entraîneurs, un chemin qui soit différent. Pour les athlètes masculins aussi, n'hésitez pas à encourager les athlètes féminines, parce que je vous assure que en tant que femme, s'engager dans le milieu sportif c'est difficile, parce que c'est un milieu sportif qui a été construit beaucoup par les hommes et pour les hommes, même si vous en rendez pas forcément compte. Donc soyez ultra soutenants par rapport aux athlètes féminines. Je voulais vous dire aussi que, encore une fois, le sport c'est pas la vie, et que si vous arrivez là-dedans, mais c'est génial, parce que c'est un milieu qui est dans lequel on apprend énormément de choses, que ce soit sur les autres, que ce soit sur soi. C'est un parcours qui est extrêmement enrichissant, qui parfois malheureusement peut être destructeur pour plein de raisons, et donc je vous invite à peut-être prendre un chemin un peu différent. Pourquoi pas parler de tout ce que je viens de parler avec vos partenaires d'entraînement. Si vous n'arrivez pas à trouver de solution entre vous, si ça se passe mal dans le groupe, pourquoi pas en parler à des responsables de club, à des responsables de la fédé, à un psychologue, à quelqu'un en fait qui va pouvoir jouer le rôle d'intermédiaire, jouer le rôle de médiateur ou de médiatrice, parce qu'il y a des fois, je pense par exemple avec les filles de Fontainebleau, ça aurait été super qu'on ait une personne qui soit totalement extérieure, qui vienne en fait régler tous les conflits, tous les malentendus qui se sont accumulés depuis des années et qui ont fait que ça a abouti en fait à une implosion du groupe. Donc n'hésitez pas comme ça à demander de l'aide à l'extérieur si vous sentez que c'est pas suffisant pour vous le fait de discuter entre vous ou de discuter avec l'entraîneur. Le sport c'est un milieu qui peut être magnifique et qui a tout à gagner à laisser plus de place aux femmes et à des femmes qui soient réellement épanouies. Et je pense d'ailleurs que c'est comme ça qu'on aura de très belles performances féminines à n'importe quel niveau, et qu'on aura des athlètes féminines qui sont réellement épanouies dans ce qu'elles font. Voilà, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, à partager cette vidéo avec les athlètes féminines que vous connaissez, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.